Alors on va en profiter justement pour passer au deuxième sujet, donc c'est les fameux 40 milliards que doit trouver le gouvernement. Parce que Bayrou nous dit qu'il faut... enfin, Bayrou, c'est pas lui le pauvre, il est pour rien. Mais même si je n'ai pas une haute opinion du personnage, il faut bien dire qu'il n'y est pas pour grand-chose. Mais il doit trouver 40 milliards pour le 14 juillet. Et ça va être plutôt problématique. Alors, les pistes qui sont données, il y a 4 piliers qui sont donnés actuellement pour les 40 milliards. C'est le premier, je vous le lis parce que j'ai des notes, mais le premier, ça serait alors ce serait effectivement les agences d'État, une réforme sur les agences d'État, voilà, qui devrait économiser. J'ai un sérieux doute, moi, sur ce premier pilier, parce qu'aujourd'hui, je viens d'apprendre qu'il y avait une nouvelle agence qui s'occupe de distribuer des millions aux jeux vidéo. Hein, alors, le secteur des jeux vidéo, il faut savoir que ça représente plus que le secteur du cinéma dans le monde. Hein. C'est gigantesque, c'est titanesque, pour ceux qui ne savent pas. Créer un jeu vidéo, ça coûte 100 millions, pardon, de créer un jeu vidéo. C'est des budgets colossaux et ça rapporte plus que les meilleurs films américains. Donc, c'est vraiment des budgets colossaux, les jeux vidéo. Et partout, ça gagne de l'argent à n'en plus pouvoir. Mais nous, on a décidé en France qu'il fallait les financer. Et on a créé une agence pour ça qui leur distribue 5 millions. Autrement dit, rien du tout. 5 millions d'euros. C'est le budget de l'agence qui a été créé par la France pour ça, qui, à mon avis, sert principalement à payer des fonctionnaires et le nouveau patron de cette agence, qui est le chorégraphe des Jeux Olympiques. Vous me direz, quel est le rapport entre la chorégraphie des Jeux Olympiques et le jeu vidéo? Lui a trouvé un rapport, il nous dit qu'il joue aux jeux vidéo depuis qu'il est petit. Donc forcément, c'était l'homme de la situation. Et donc j'ai un doute sur le fait qu'on va supprimer des agences depuis que j'ai découvert cette agence hier. Je trouve ça merveilleux, c'est beau, ça explique un peu le fonctionnement de la France. Mais voilà, ça serait un tiers. L'État espérerait pouvoir faire des économies sur les agences. On verra bien. Surtout que ça vient de l'ancien haut-commissaire au plan. Et je rappelle que le plan avait été réactivé et recréé spécialement pour François Bayrou, qui d'ailleurs montre l'utilité du plan, puisque ça fait 6 ans qu'il réfléchit à comment on pourrait sortir la France de l'impasse, et qu'arrivé le Premier ministre, il n'a plus la queue d'une idée. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait pendant 6 ans, mais il arrive, il n'y a plus de plan, il n'y a plus rien. Donc ça montre à quel point ça devait bosser et turbiner au plan. La deuxième, ça serait les collectivités locales. Donc le deuxième pilier, c'est les collectivités locales. On leur fait vivre une allée blanche. C'est-à-dire que pendant un an, on n'augmente pas les dotations de l'État aux collectivités locales, ce qui augure extrêmement bien pour vos impôts locaux qui, eux, vont probablement totalement exploser. Mais on a l'habitude, et puis on va avoir peut-être la taxe d'habitation qui va revenir, ce qui va nous faire rêver. Et puis, vous avez des hausses d'impôts. Donc, on parle de TVA sociale, on parle de faire des impôts sur les riches, ou du moins ceux qui sont encore en France. On parle notamment de la reconduction, vous savez, de la contribution sur les très hauts revenus. Voilà, pour les très hauts revenus qui pensaient qu'on n'allait pas leur faire longtemps cette affaire, bah voilà, forcément, c'est reconduit. Hein, un impôt en France, même temporaire, il est là pour l'éternité. Et dernier volet, ça serait la sphère sociale et notamment les dépenses de santé qui, elles, tout à l'heure, on parlait de la retraite. Je vous disais, la retraite, sur 1 000 euros dépensés par l'État, 250 euros, c'est la retraite. C'est vrai. Et juste après, 200 euros, c'est la santé et les affaires sociales. Donc, la moitié des dépenses de l'État, c'est retraite plus affaires sociales. Hein. Donc, la retraite, on ne sait plus trop comment la toucher. On ne va probablement pas indexer les retraites, ce qui va manger un petit peu d'argent sur le dos des retraités sans qu'ils s'en aperçoivent, ou du moins pas trop. Et pour la santé, bah, on va essayer de faire de la chirurgie ambulatoire, etc. Et là, je vais donner mon opinion juste avant de passer la parole aux autres, mais des trucs qui ne servent à rien. Hein. Il faut être clair.
cette histoire de on va jouer sur la santé et on va faire des économies de la santé, on nous la sort tous les ans. On nous la sort tous les ans, juste avant le budget. C'est clair. Et le projet de loi de finances, toujours, nous dit qu'effectivement, cette année, vous allez voir ce que vous allez voir, on va faire des économies sur la santé. Et le réel, un an après, calculé par la Cour des comptes, nous dit non, les dépenses sont à la dérive, plus 7%, plus 4%, etc. Parce que, pas de chance quand même, les gens ne tombent pas malades sur ordre du gouvernement. Et du coup, là encore, ça serait un système entier à revoir pour pouvoir mettre les choses à plat. C'est-à-dire que mon avis sur la santé, c'est qu'il faudrait, comme la retraite, privatiser tout ça et que l'État retire le plus vite possible ses gros doigts de toute cette mécanique fine. Parce qu'il est totalement incapable de gérer ce genre de choses. Donc voilà les 4 piliers sur lesquels François Bayrou semble vouloir faire des choses. Et je dis bonjour à Bouba et je passe la parole à celui qui le veut sur, d'abord, qu'est-ce que vous pensez de ces 4 piliers? Est-ce que vous pensez réellement qu'on va trouver 40 milliards? Et est-ce qu'on a des chances vraiment de réduire notre déficit? Je ne parle même plus d'être à l'équilibre parce que là, ça devient un rêve absolu en France, on n'y arrivera jamais. Étienne. Alors, déjà, le premier pilier, qui est un peu aussi un marronnier, qui est l'équilibre des comptes des régions et des collectivités locales, ça, c'est un tour de passe-passe budgétaire absolument indigne que fait l'État depuis plusieurs années, en transférant des charges aux départements, aux régions et à tous les petits découpages administratifs qu'on a. On transfère de plus en plus de charges et on les contraint dans leurs recettes. Donc, malheureusement, ça fait ce qu'on voit avec les taxes foncières. La taxe d'habitation, on a dit, maintenant, il n'y en a plus. On fait des mécaniques de réversion de pas mal de taxes et d'impôts pour quand même plus ou moins équilibrer leurs comptes, mais qui ne sont jamais à l'image de ce qu'on leur demande. Donc, quand le gouvernement dit « Oh, on fait des économies et maintenant, ça va être les collectivités locales qui se débrouillent pour être à l'équilibre, mais par contre, on vous augmente le RS à 4%, mais par contre, on vous dit que ça a en plus à financer », c'est du passe-passe budgétaire et c'est vraiment, à mon sens, indigne parce qu'on oblige en fait ces structures à prendre à leur charge les promesses politiques du gouvernement, parce que ça revient toujours à ça. On pourrait arrêter d'annexer plein de prestations et de continuer à embaucher dans ces structures. Mais non, on leur dit il faut le faire, mais par contre, vous vous débrouillez pour trouver de l'argent. Donc malheureusement, ça finit par des taxes sur les quelques contribuables qui restent à l'échelle locale. Aujourd'hui, c'est l'immobilier qui paye les taxes locales, quasiment que ça. On a les droits de mutation qui se sont complètement effondrés en volume parce qu'il n'y a plus de transactions immobilières en France. On en avait parlé le mois dernier du projet de faire une sorte de taxe récurrente tous les ans sur les frais de notaire, où au lieu de payer une fois les frais de notaire, on les paierait tous les ans, puis ceux qui sont déjà propriétaires, qui les ont déjà payés, ils continueraient à les payer tous les ans. Et tout ça, c'est pour répondre à cette incurie budgétaire de l'État. Deuxième chose, le projet d'année blanche de non-indexation des prestations, ça c'est plus crédible. Mais ce qu'on voit fuiter là dans la presse, c'est des économies de l'ordre de 15 à 20 milliards maximum par an. Il faut 10 fois plus, en gros, pour arriver à retomber un peu dans les clous budgétaires. Donc, ce qu'il faudra, ce n'est pas une année blanche, c'est 10 ans. Et alors, allez dire aux contribuables qu'on ne va plus indexer les prestations pendant 10 ans. La première année, ça va faire mal, et on va vous dire, vous en avez encore 9 ans devant vous. Et puis, vous aurez 2 élections présidentielles entre les deux, et les renouvellements de l'Assemblée nationale. Il n'y a aucune chance que ça se fasse comme ça. Politiquement, ça ne tiendra pas. Dans le système électoral français, celui qui fait ça, il se fait dégager à la prochaine élection. Et le suivant, il reviendra. Donc, la seule solution possible, le seul pilier, mais ce n'est pas un pilier parce que ce n'est pas ce qui est évoqué, c'est, comme le disait Antoine, de couper un grand coup. Effectivement, on peut faire moins 10, moins 20% façon FMI, et après, on repart à la hausse. Et en plus de ça, on voit que pour les populations, c'est beaucoup plus acceptable. En fait, les populations descendent moins dans la rue si elles perdent 10% de leur pouvoir d'achat et qu'après, elles montent de 1% tous les ans, que si elles perdent 1% par an. Parce que voilà, le sparadrap est arraché et après, on repart sur de la croissance. C'est ce que fait Milei en Argentine. Mais ce n'est pas, à ma connaissance, ce qui est préconisé par le plan Bayrou. Donc, pour l'instant, on ne va pas vers ça. C'est Machiavel qui, le premier à avoir théorisé ça. Machiavel disait que quand le prince arrivait au pouvoir, il fallait immédiatement qu'il fasse les trucs hyper hard, hyper durs, en une fois, pour qu'après, tout le monde soit sûr qu'il n'y reviendra pas, qu'il n'y aura plus besoin de revenir leur taper dessus et qu'ils peuvent recommencer leur vie tranquillement. Et que c'était beaucoup mieux plutôt que d'étaler toutes les petites réformettes. Comme on le fait finalement. Nous, les réformes de la santé et de la retraite, j'ai presque l'impression d'entendre ça depuis que je suis né, quoi. On m'en parle presque tous les ans
Donc, on s'en sortira pas, quoi. Il y a un moment. Ouais, et puis ça donne l'impression qu'on est en crise permanente, que ça va toujours moins bien que l'année précédente, mais mieux que l'année d'après. C'est pas bon. C'est aussi pour ça qu'on n'a pas de croissance, qu'on n'a pas cette mentalité de l'investissement en France, parce qu'on a toujours peur de l'avenir. Alors que si on se prenait un grand coup budgétaire aujourd'hui, on pourrait repartir après sur des meilleurs. C'est pour ça que les gens ont un taux d'épargne aussi gigantesque. Il y a deux raisons qui expliquent le taux d'épargne français. Bon, la première raison, elle est mauvaise, c'est qu'on compte dans votre taux d'épargne l'argent que vous remboursez pour l'achat de votre maison. L'argent que vous remboursez pour l'achat de votre maison, au sens de l'INSEE, c'est de l'épargne. Donc forcément, ça augmente votre taux d'épargne. On peut quand même discuter sur le fait, est-ce que c'est de l'épargne ou pas. Et la deuxième raison, c'est que, en fait, vous avez ce qu'on appelle l'équivalence ricardienne, c'est-à-dire que les Français voient un État qui dépense énormément d'argent. On sent qu'on est en crise permanente. En crise permanente, on sent que les impôts vont augmenter parce qu'on ne sait faire que ça en France. Et du coup, les gens mettent de l'argent de côté en disant il faut que je prévoie la prochaine crise, quoi. Et c'est pour ça que vous avez des Français qui sont les champions d'Europe et même peut-être du monde de l'épargne, avec d'une part le fait qu'ils remboursent leur maison principale et qu'on considère que c'est de l'épargne, et d'autre part qui s'attendent que ça va être toujours pire et que chaque année va être pire que la précédente. Et c'est pour ça qu'on fait plus de gamins et qu'on épargne comme des fous, en fait. Donc c'est pas gai, hein. Non, c'est pas gai. C'est vraiment pas gai. Alors, le mot crise, il est très très souvent employé par les médias. Autre parenthèse que j'ai envie de vous dire, quand les présidents à la fin de l'année font leurs vœux, à chaque fois ils disent l'année prochaine sera une année de crise, il va falloir se serrer les coudes, etc. Autre parenthèse, j'ai vu un message concernant les jeux vidéo, tu parlais des jeux vidéo, une personne qui parlait de l'action Ubisoft. J'ai regardé vite fait, je la suis régulièrement, elle a baissé de 91% en 7 ans, Ubisoft, impressionnant. Alors, pour répondre à toutes ces questions, François-Xavier, concernant le troisième pilier, celui de la taxation des grandes fortunes. Alors moi, je ne veux vraiment pas défendre les grandes fortunes, les ultra-riches, tout ça. C'est plutôt eux qui devraient nous défendre. Mais on a un grand classique, c'est-à-dire que la gauche qui va plaider pour une contribution exceptionnelle. Il y a toujours des exceptions, en fait. Des ultra-riches, donc le retour un petit peu de l'ISF. Et ça vient d'un rapport d'un économiste qui s'appelle Gabriel Zucman de l'année dernière. Et moi, je ne connaissais pas ce Gabriel Zucman. Je suis allé regarder sur Internet et je l'ai trouvé sur LinkedIn. Donc, lui, il propose un impôt minimal de 2% par an sur le patrimoine des ultra-riches qui ont un revenu annuel au-dessus des 100 millions d'euros. Et donc, c'est un jeune. C'est souvent des jeunes. C'est un jeune professeur de 39 ans. Et devinez de qui était-il l'élève, ce jeune homme, de Thomas Piketty. Thomas Piketty. Donc, des gens qui ont toujours tort sur tout le temps. Ils ont fait une tribune il y a juste à l'arrivée de Milei, juste avant que Milei arrive, ils ont fait une tribune pour dire que l'arrivée de Milei en Argentine, ça serait une catastrophe, un cataclysme pour le pays qui s'effondrerait. Bon, voilà, c'est signé par Zucman et Piketty. Hein. Ils ont toujours et donc ce monsieur sur LinkedIn, il traite les gens qui sont adversaires de Cassandre. Ce sont les Cassandres de l'économie, etc. Et bon, bref. Donc voilà, c'est toujours les mêmes arguments pour la justice fiscale, la réduction des inégalités, la nécessité budgétaire. Tout ça, c'est causé par les politiciens eux-mêmes. Et donc, malheureusement, ça causerait des problèmes, fuite de capitaux, baisse de compétitivité avec un rendement au final qui est incertain. Et donc, nous, voilà, on en revient toujours à ça. Il nous faut quelqu'un qui réforme de fond en comble, si possible, quand il n'y a pas de feu dans la maison. Donc peut-être un petit Milei qui passerait les lagueuses à la place de la tronçonneuse. Mais il faut du courage politique. Et bon, on remarque que toutes ces petites... ils cherchent à réduire les dépenses, Bayrou, etc. On sent qu'il y a eu la mode Musk qui est passée par là, avec toutes les dénonciations d'agences qui gaspillaient de l'argent. Et donc eux, ils arrivent, ils font style, ouais, on va faire comme Musk, mais bon, ils n'arrivent même pas à l'once de la cheville, quoi. Donc voilà, au final, on ne sait pas où vont nos impôts et on essaie de grappiller 46 milliards dans un contexte de haute tension avec la dette publique qui a dépassé 115% du PIB, un déficit au-dessus des 5%, la pression des agences de notation, Bruxelles qui demande à la France
de faire de l'austérité. Donc voilà, c'est pas facile, mais au final, on tourne un petit peu en rond. On sait quelle est la solution, mais personne ne va vouloir la prendre. C'est quelque chose qui va être totalement impopulaire politiquement. Donc voilà ce que j'ai à vous dire, messieurs. C'est pas gai tout ça, hein. On sent que on attend que la Troïka, que la BCE, l'Europe, le FMI nous tombent dessus pour réagir. Oui, mais j'étais en train de lire le commentaire de Parisien qui disait la première fois que je viens ici, donc bonjour. Le problème, c'est qu'on ne nous forme pas à investir. Aux US, ça investit dès leurs 21 ans, alors qu'ici, on nous apprend à faire des crédits pour du bien immobilier. Mais c'est assez vrai. De toute manière, on dit souvent qu'un enfant en France, quand il naît, on lui offre un livret A, et aux États-Unis, on lui offre une action Google. Donc, c'est vrai que c'est pas la même vision. C'est pas la même vision du monde. Mais François-Xavier, oui, mais il n'y a pas d'excuse. Car quand on voit que l'inflation nous défonce le pouvoir d'achat, il n'y a pas d'excuse. Il faut se former et se forcer à se former. Et on peut s'en vouloir qu'à soi-même si jamais, si jamais on se fait absolument atomiser par l'inflation. Il faut apprendre à investir, apprendre à se créer une méthode simple. Et moi, c'est ce que j'essaie de transmettre le matin dans mon émission, le Good Morning Market. Et il faut une méthode simple pour pouvoir battre l'inflation chaque année. Sinon, on se fait broyer. Et c'est le but du système, de nous broyer, de nous faire perdre le pouvoir d'achat, de nous faire tout dépenser au supermarché, à la pompe à essence, voilà. Il faut se former. Le message que j'aimerais donner, là, c'est vraiment, il faut se former et c'est pas compliqué. Il s'agit juste de bonne volonté, lire un bon livre à la plage. Moi, je peux en conseiller des gens, je connais tous les livres qu'il faut, mais il n'y a pas d'excuse. Il faut se former, sinon, voilà, on est dans le pétrin, quoi. Surtout que je suis d'accord avec toi, c'est vraiment pas compliqué. C'est-à-dire que vous pouvez, il y a maintenant, quand moi j'étais jeune, ça pouvait être compliqué, etc. Parce que fallait trouver un courtier, ou alors on passait avec sa banque, mais on avait accès à pas grand-chose. Il n'y avait pas d'ETF. Enfin voilà, la vie était techniquement compliquée pour faire des choses si on voulait sortir du livret A. Mais aujourd'hui, vous avez des plateformes pour pouvoir investir à des frais extrêmement faibles, mais vraiment extrêmement faibles. Vous avez des ETF dans tous les sens qui vous répliquent des indices de manière très, très facile. Si vous achetez un ETF sur le CAC 40, vous allez répliquer l'indice sur le CAC 40, mais vous allez miser quoi ? À partir de 14, 15 euros, vous trouvez des ETF. Et si vous voulez aller sur les États-Unis, moi, quand j'étais jeune, c'était impossible. Ou quasiment impossible, c'était inaccessible. Aujourd'hui, vous achetez un ETF Standard & Poor's qui sera coté en euros, qui sera en plus avec une assurance qu'on appelle hedge, donc une assurance contre l'échange entre l'euro et le dollar. Vous achetez une entreprise, vous achetez un ETF Standard & Poor's, donc la bourse américaine, avec un hedge pour quasiment zéro frais, enfin de 0,05% de frais, quasiment rien, et à partir de 15 euros. Donc, vous pouvez vraiment aujourd'hui investir très très facilement sur des plateformes qui vous coûtent quasiment rien, avec des frais nuls. Donc, voilà, il faut aller voir les émissions. Moi, j'en fais régulièrement sur Droma Economy. Antoine en fait régulièrement sur sa chaîne. Voilà, et puis, il faut lire des bouquins, mais même avec les connaissances minimum, vous pouvez parfaitement investir et protéger, quoi. Il y a des stratégies très simples avec les moyennes mobiles, il y a des choses très très simples. D'ailleurs, Johan Sauchon est une personne qui est abonnée de mon émission. Salut Johan. XTB a fait un sondage avec OpinionWay l'an dernier. Le résultat de ce sondage, très très succinctement, c'était que les personnes en France, les épargnants, ne sont pas assez cultivés et ils ont une frilosité d'investir dans les actifs risqués. C'est ça qui est ressorti vraiment de ce sondage et c'est super important. C'est pour ça que l'or est très populaire en France. Mais cette frilosité, voilà, elle se casse par l'éducation. Et bon, j'ai pas trop envie de m'attarder là-dessus parce que c'est pas trop le sujet du jour.
Mais voilà, éduquez-vous comme Yuan Souchon, qui dit que se former, c'est la clé. Ouais. Mais oui, pour clore le sujet, je dirais, vous avez peur des actifs risqués, mais vous regardez le CAC 40 depuis sa création, années 80. Vous regardez le Dow Jones depuis 100 ans. Vous regardez le Standard & Poor's depuis 100 ans. C'est donc les indices américains. Vous avez une croissance moyenne annuelle, CAC 40 d'à peu près 8%, 6 à 8%, Dow Jones de 8 à 10%, et le Standard & Poor's, même chose, 8 à 10%. En moyenne annuelle. C'est quand même des indices qui sont passés au travers de guerres mondiales, 2 guerres mondiales, qui sont passés au travers de cracks économiques comme le crack de 29, qui sont passés au travers de la crise des dot-com, qui sont passés au travers de chocs pétroliers, qui sont passés au travers du Covid, qui sont passés au travers des subprimes. Enfin, ils ont connu toutes les crises du monde, ces indices, y compris les crises immobilières comme dans les années 90 ou la crise des subprimes. Ils ont connu toutes les crises du monde. Et malgré tout, ils font une moyenne annuelle qui va CAC 40, 6 à 8%, et les Américains de 8 à 10%. Votre risque sur le court terme, sur cette année, est important. Votre risque sur 20 ans est quasiment nul, quoi. Il faut quand même regarder les choses en face. Le risque est très, très faible. C'est uniquement dans votre tête que c'est risqué, et c'est risqué parce que vous regardez tous les jours. Et que tous les jours, vous allez voir, ah, la bourse a fait plus 1%, ah, elle a fait moins 0,3, ah, elle a fait plus 0,2, ah, mais ça bouge dans tous les sens et on n'y comprend rien. Oui, et on s'en fiche. Enfin, moi, je ne suis pas un day trader et j'espère que vous non plus, mais, ou alors vous êtes professionnel. Mais si vous regardez sur le long terme, je dirais, comparer ce qu'a rapporté le CAC 40 sur le long terme et ce que vous rapporte votre livret A, quoi, ou votre assurance vie en fonds euros, puisqu'on parlait de ça. Et vous allez voir où est le risque. Mais bon, allez, je clôt le sujet parce qu'il est vaste et qu'on ne va pas s'engager là-dedans.